Bonjour, je suis Mathieu Aboudaram, entrepreneur et cofondateur de l'agence de conférenciers WeChamp. Notre mission est d'inspirer, souder et motiver vos équipes en leur faisant rencontrer des personnalités hors du commun lors de conférences et d'ateliers. Nous avons eu envie de créer le podcast Vision pour leur donner la parole et pouvoir partager leurs expériences au plus grand nombre. Qu'ils soient aventuriers, athlètes ou pilotes de chasse, leurs parcours extraordinaires ont été semés d'embûches avant d'atteindre les sommets de leur discipline. Management, résilience ou confiance, ils ont été confrontés à de multiples problématiques que vous rencontrez en entreprise ou dans votre quotidien et les abordent avec un regard singulier. En décortiquant leur parcours unique, ils partagent avec nous leur vision, mais aussi leurs échecs et les clés qui les ont menés au bout de leurs aventures incroyables. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos conférenciers, rendez-vous sur notre site internet www.wechamp-entreprise.co. Bonne écoute de Vision, et si notre invité vous a inspiré, n'oubliez pas de partager ce podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans le numéro 4 du podcast Vision. Aujourd'hui, j'ai un invité un peu particulier parce qu'il vient d'un domaine pour lequel on n'a pas encore eu d'intervenant dans ce podcast. Et puis aussi, il nous reçoit chez lui. Merci beaucoup. Il s'agit de Pascal Sancho. Bonjour Pascal. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Merci de nous recevoir. On est du côté de Toulouse. Alors, nous, on se connaît depuis peu de temps, mais on se connaît, nos auditeurs peut-être beaucoup moins, mais l'idée justement, ça va être d'en savoir plus sur toi, sur qui tu es, et puis surtout sur ta carrière, qui est peu commune. Donc je commence par une première question toute bête. Qui es-tu, Pascal ? Alors, moi je m'appelle Pascal Sancho, j'ai 58 ans, je suis guide de haute montagne et j'ai pendant plus de 30 ans dirigé un groupe de secours en montagne qui appartient à la police nationale. D'accord, et aujourd'hui donc retraité ? Retraité actif, moi j'ai toujours touché à beaucoup de domaines, l'organisation sportive, la représentation syndicale. Donc aujourd'hui j'encadre régulièrement des gens de par le monde, pas mal de voyages en haute montagne. Et dernièrement, je me suis mis à l'écriture avec l'édition d'un livre aux éditions Mareuil qui est sorti au mois d'août. Bon, super. Alors, si on commence par le commencement, toi, tu viens d'où ? Tu es né où ? Tu es de quelle région ? Tu as grandi où ? Alors moi, j'ai poussé dans un premier temps au cœur des Pyrénées, à Saint-Gaudens, dans la vallée du Comminges. Et j'ai très rapidement suivi mes parents, c'était l'exode du début des années 60. Donc j'ai vécu quasiment 17 ans en banlieue parisienne. D'accord. Donc, dans le 92 exactement. Ouais. Courbevoie, Colombes, Bois-Colombes. Et tes parents en fait faisaient quoi dans la vallée du Comminges ? Ils sont partis parce qu'il n'y avait plus de boulot ? Absolument, comme c'était le cas de beaucoup de familles à l'époque. Ils sont partis dans les villes. Donc certains partaient dans la banlieue toulousaine et d'autres un peu plus loin. Donc ils ont travaillé un peu toute leur vie sur Paris. Donc bien sûr, je les ai suivis dans les bagages, avec toujours un pied-à-terre quand même au cœur des Pyrénées, puisque ma famille était originaire de Fos, qui est le dernier village français avant le Val d'Aran, l'Espagne. Voilà. D'accord. Et alors, à quel moment on se dit je veux être secouriste en montagne ? Comment ça t'est venu, ça ? C'est un cheminement qui est quand même progressif. Au début, on découvre d'abord la montagne. Alors moi, je l'ai découvert à travers ma famille, mon oncle en particulier. Ça a d'abord été la chasse. Alors la chasse, l'objectif, c'était pas obligatoirement de tuer du gibier. On marchait plus qu'on ne tirait. Mais j'étais quand même dans un milieu qui déjà m'attirait, m'impressionnait. Et puis j'ai fait mes premiers sommets avec lui, notamment le pic d'Aneto, qui est le point culminant des Pyrénées. Et un jour... T'avais quel âge à ce moment-là ? Le premier sommet, je l'ai fait, j'avais 14 ans. Bon, c'est un petit sommet débonnaire, petit c'est de la sommet, marche. ça veut dire combien de mètres ? Non, le sommet par lui-même est assez haut, puisque c'est le point culminant, il fait 3404 mètres de mémoire. Mais bon, il est accessible à tout un chacun. La preuve, j'avais 14 ans, aucune formation montagne, et c'est simplement de la marche, quoi. Mais bon, c'était la première expérience de la haute montagne, dans un premier temps. De l'esprit de cordée, très important, qui m'a marqué ce jour-là.
ce partage, cette concorde, cette passion commune. Et puis voilà, l'idée a fait son chemin et un jour en passant, je ne dirais pas par hasard parce que je ne crois pas au hasard, mais bon, les circonstances ont fait que je suis passé devant un poster où on voyait un hélicoptère qui treuillait une personne dans le massif du Mont Blanc et je me suis dit c'est ça que je veux faire. D'accord, donc tu t'es projeté. Voilà, donc assez tôt et après j'avais cette idée en tête en permanence. Et ça m'a fait arrêter les études assez tôt parce que j'y trouvais pas le goût. Ouais. Tu avais fait quoi comme études ? Alors moi j'étais dans l'électromécanique. Je me dirigeais vers un bac, à l'époque c'était du F3. Et puis j'avais qu'une idée en tête, c'est de faire de la montagne. Donc j'ai travaillé assez tôt. J'ai pas été jusqu'au bac d'ailleurs. Et je travaillais pour me payer un billet de train tous les week-ends et aller en montagne depuis Paris. D'accord. Donc j'ai fait ça dans un premier temps et ensuite très rapidement j'ai utilisé tout ce qui était mis à ma disposition pour pouvoir aller au plus vite vers le secours en montagne. C'était à l'époque faire le service militaire, ce qui m'avait permis de rentrer dans une unité spécialisée qui s'appelle le PGHM de la gendarmerie. Et puis dans un deuxième temps de m'orienter plus vers la police pour des raisons personnelles et rentrer dans le vif du sujet après une école de police, faire l'école qui forme les secouristes en montagne des CRS et puis accéder quelques temps plus tard à une unité opérationnelle qui était à Grenoble. D'accord. Et alors dans ce parcours justement pour arriver jusqu'au métier de secouriste, tu disais tu as commencé avec au PGHM, c'est ça ? Oui, quand j'étais appelé du contingent, que je faisais mon service militaire, on avait la possibilité de faire notre armée après une école de gendarmerie qui durait 4 mois en PGHM, donc peloton de gendarmerie de haute montagne, et c'est là où j'ai découvert les premiers traits de ce métier. D'accord. Parce qu'en France, il faut savoir que de manière générale, il y a 3 services qui font le secours, donc la gendarmerie, les PGHM, les CRS, les unités de montagne, et les pompiers qui ont des groupes spécialisés montagne. D'accord. La sécurité civile, eux, ils n'interviennent pas, ils font pas de secourisme en haute montagne. Alors, la sécurité civile, c'est une direction qui appartient au ministère de l'Intérieur, qui gère les missions de secours, effectivement, auxquelles appartient le corps des sapeurs-pompiers. Mais nous, on est rattaché avec la gendarmerie directement au ministre de l'Intérieur. Ok. Et donc là, ça dure combien de temps au PGHM ? Le temps de mon armée, c'est-à-dire 12 mois. Et puis au bout de 12 mois, je découvre aussi qu'il existe les unités de la police nationale. Et par choix personnel, un peu philosophique, je préfère une unité civile, on va dire, qui appartient au même ministère aujourd'hui. Et donc je reprends les études pendant 1 an là, sur une capacité en droit. Et j'intègre rapidement l'école de police à Fos-sur-Mer où je passe 6 mois à apprendre le métier de policier tout simplement. Et ayant une pratique même succincte de la montagne, je suis déjà un petit peu identifié au sein de l'institution Secours en montagne CRS. Et j'arrive à Grenoble avec un poste un petit peu réservé. Grenoble qui est à l'époque le siège de notre école de formation, qui aujourd'hui se trouve à Chamonix. Et à partir de là, commence l'aventure de la sélection, une longue aventure puisque le niveau est quand même très élevé. En gros, on garde une dizaine de % des prétendants. D'accord. Il y a combien de personnes, par exemple, toi, Donc moi, mon expérience personnelle, qui était une époque assez prospère en termes de volontariat, c'est un peu différent aujourd'hui. On était à peu près 80 et je crois que de mémoire, on finit à 6 cet été-là. Donc c'est des stages qui s'enchaînent. On commence d'abord par des stages qui sont très orientés, voire exclusivement orientés sur la condition physique. D'accord. Donc on marche très rapidement, si ce n'est que l'on court, sac au dos. On atteint des sommets, on redescend, parfois on en enchaîne un second. Là, on nous use physiquement pour savoir de quoi on est capable. Et petit à petit, dans la formation, on va intégrer des notions techniques, où on va commencer à nous apprendre l'escalade, on va commencer à nous apprendre la haute montagne, par des courses accessibles. Et très rapidement, le rythme de progression dans nos stages est quand même assez élevé et est un critère aussi de sélection. On arrive au bout de quelques mois
à des niveaux de pratique en seconde cordée, hein, c'est-à-dire sécurisés, auxquels arrivent des gens pratiquant de la montagne après plusieurs années. D'accord. Et donc ça va vite temps, cette formation disons que nous, le premier stage se passe au mois de mai, et si on a réussi l'ensemble des stages, dès l'automne, on a fait l'ensemble de la première formation initiale été. Donc ça dure à peu près 6 mois. Ok. Voilà, après ça, à mon époque, on attendait quelques mois dans un service de police auquel on avait été affecté, et puis on a intégré rapidement une unité de secours en montagne. Pour moi, ça a été la CRS 47, qui est aujourd'hui la CRS Alpes. Et j'ai fait mes premiers secours là-bas. D'accord. Alors tu parlais notamment de... Je reviens juste sur un détail, mais tu disais qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de volontaires par rapport à aujourd'hui. Absolument. C'est quelque chose qui se ressent aujourd'hui dans toutes les organisations de secourisme par rapport à... Oui, je crois que c'est un trait commun. 30 ans, 40 ans, il y a beaucoup moins de volontaires aujourd'hui. C'est un trait commun qu'on a avec la gendarmerie. Les pompiers, je connais un peu moins, mais la gendarmerie, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que d'abord, les gens savent que c'est très sélectif. Donc c'est un premier frein. Et ensuite, c'est quand même des métiers qui très rapidement dépassent le cadre de la profession. C'est un investissement permanent qui empiète énormément sur la vie familiale. Parfois on fait la même chose, voire souvent, quand on est en service ou quand on ne l'est pas, on va grimper, on va faire de la cascade de glace, on va faire du ski. Donc c'est plus un mode de vie. Donc là, il y a déjà un premier barrage. Et puis ensuite, il y a aussi cette mission qui est quand même dangereuse, hein, il ne faut pas se le cacher. Nous, on cumule pas mal d'accidents et d'accidents mortels. On a par exemple dans les CRS de montagne beaucoup plus de décès en service que le RAID et les GIGN confondus, auxquels on pourrait rajouter les PGHM qui payent le même tribut à la profession. Donc bon, c'est aussi un engagement qui n'est pas neutre. Il faut vraiment être passionné. Ouais. Et un dernier point que je soumettrai, c'est que il faut quand même aussi être capable, et pour certains ça peut être aussi un blocage, de porter une tenue. Donc je veux dire, on est quand même aussi policier avant tout. Et donc il y a des gens qui auraient aimé accéder au secours en montagne, mais le fait qu'on soit policier, bon, ça les réfrène quelque part. D'accord. Bon, c'est un blocage qu'on arrivera rapidement à dénouer, parce qu'en connaissant les gens, ils se rendent compte que bon, ben voilà, hein, effectivement il y a la tenue, mais ce sont des gens abordables, loin de l'image d'Épinal du policier, qui a tendance le brigadier chef Patulacci voilà. Dans Les Inconnus. Et puis j'ai envie de dire, si on s'intéresse à cette voie-là, c'est pas pour l'uniforme, c'est parce qu'on a envie de sauver des vies, j'imagine. Oui. Mais on a les deux profils. On a aussi des gens qui aujourd'hui sont en unité de montagne et avant de rentrer à l'école de police n'avaient jamais vu la montagne. Et on les a formés intégralement. Donc on a les deux. On a la personne passionnée, déjà un peu expérimentée, qui va rentrer dans la police pour faire ce métier. C'est quand même une grosse majorité. Mais on avait aussi, et on y tient, des gens à qui on apprend le métier de A à Z. D'accord. Alors tu vas rigoler, mais moi par exemple, bon, j'ai le vertige. Est-ce que tu as déjà eu des gars par exemple qui viennent chez vous et qui se rendent compte qu'en fait ils ont le vertige et c'est pas possible ou... C'est une bonne question parce qu'elle revient souvent, mais bon, je suis prêt à parier que tu n'as pas le vertige, tu as l'appréhension du vide, c'est deux choses différentes. Le vertige, c'est une maladie assez rare de l'oreille interne. Si tu venais à monter sur la table, là tu aurais déjà des étourdissements, tu te sentirais mal à l'aise. Après, tu as ce qu'on a tous connu, c'est l'appréhension du vide, comme on a eu quand on était gamin et qu'on nous a mis la première fois dans l'eau, l'appréhension de l'eau sûrement. Moi je m'en souviens pas, mais je pense que c'était la même chose. Donc l'appréhension du vide, c'est quelque chose qui s'apprivoise, c'est quelque chose qui se travaille, qui se travaille et qui s'oublie assez rapidement. D'accord. Aujourd'hui, un gars de chez nous, comme un alpiniste d'ailleurs, hein, qui est 100 mètres, 200 mètres, 1000 mètres sous les pieds de vide, c'est pas la problématique. Donc c'est plus au final une question de mental que d'oreille interne, de physiologie humaine. Absolument, c'est pas du tout maladif. L'appréhension du vide, c'est d'abord un instinct naturel de protection qui fait qu'on n'a pas envie de tomber, donc
de se faire mal. Et c'est quelque chose qu'on apprend très vite en faisant confiance au matériel, en faisant confiance à son copain qui est là pour vous assurer. Et voilà. D'accord. Bon, je te crois, mais je viendrai pas faire la formation en tout cas. Oui, disons qu'il y a des moments où justement on peut s'en rendre vraiment compte. Par exemple, si on fait une école d'escalade, il y a des gens au début de la séance qui vont pas être capables de monter à plus d'1, 2, 3 mètres. Et à la fin de la séance, si on a trouvé le bon chemin, les bons mots pour la rassurer, elle sera suspendue à 25 mètres de haut sans aucune appréhension. Ouais, donc il y a une histoire aussi peut-être de quitter sa zone de confort. Absolument, d'accompagnement, ça c'est clair. D'accord, ok. Bon, bah écoute, au moins voilà, j'ai de l'espoir si un jour je veux rentrer Absolument dans le peloton. Et alors, du coup, cette formation, donc elle dure 6 mois. On parle souvent en alpinisme d'esprit d'équipe. Est-ce que déjà, par exemple, au sein de cette formation, il y a justement vraiment un côté esprit de cordée, tu le disais avec ces mots-là. Est-ce que c'est quelque chose qu'on ressent et qu'on apprend aussi quand on fait cette formation-là ? Absolument, je pense qu'on l'apprend effectivement. C'est d'ailleurs une image aujourd'hui très utilisée dans le monde politique notamment, parfois à tort, parce qu'ils n'ont pas vraiment tous compris quel était l'esprit de cordée. Mais c'est vrai qu'on se rend compte de toute façon dans notre métier assez rapidement que le niveau individuel, qu'il soit technique, physique ou psychologique, vient s'ajouter à un tout qui est l'esprit de groupe, l'esprit d'équipe. Et à partir de là, notre formation met tout en œuvre pour faciliter cette conception des choses qui fait que on considère assez rapidement que seul on n'est pas grand-chose dans notre métier et que la force on va la chercher dans le groupe. Et ça c'est plus que fondamental, c'est même essentiel, quoi. D'accord. Alors du coup tu finis cette formation et donc tu commences à la 47e CRS, c'est ça tu me disais ? La CRS 47 qui était à Grenoble à l'époque. Oui, je vais pas y rester longtemps, j'y reste 1 an et demi avant de rejoindre les Pyrénées, mais j'y fais quand même mes premières interventions de secours. Donc ça reste un souvenir marquant. Alors c'est quoi, par exemple, tes premières interventions ? Est-ce que quand tu arrives, on te confie, entre guillemets, les secours, clés du camion. Ouais, voilà. Est-ce qu'on te dit débrouille-toi, t'as les clés de l'hélico et puis peu importe l'intervention, t'y vas ? On est quand même accompagné. Ouais, voilà. Ou est-ce qu'au contraire, on y va progressivement et on t'emmène sur des situations peut-être au départ pas trop complexes et petit à petit, on t'emmène vers des opérations très compliquées ? Oui, c'est exactement ça. Déjà, on va travailler en binôme, à minima. Et moi, ça c'est même un petit peu avec un collègue plus expérimenté, puisqu'on est 2 dans l'hélicoptère. Et moi, ça s'est même passé différemment. C'est un secours qui s'est passé en plein hiver, donc sur une caravane de secours où on était de mémoire 4. C'est quoi une caravane de secours ? Donc c'est un ensemble de personnes qui vont se déplacer pour aller faire une opération de secours. Okay. Et là, c'était au cœur de l'hiver, même au cœur de la tempête, et donc on se déplaçait ski au pied, ski de randonnée. Et on allait sur le crash d'un avion où, pour mon premier secours, j'ai découvert la relation avec la mort, puisque les 4 personnes étaient décédées. Oui. Voilà. Donc ça a été ma première intervention, et comme on parlait précédemment du groupe, là j'ai vraiment touché du doigt la force qu'on pouvait avoir d'être ensemble, parce que même si j'avais un bon niveau technique, etc., là je me retrouve dans une situation où on peut sauver personne, il y a 4 personnes décédées. Je prends un peu tout de plein fouet ce jour-là, le métier, la relation avec la mort, le questionnement à quoi on sert. Ça faisait beaucoup de choses, et ce jour-là, c'est vrai que les anciens ont été vraiment très proches et ont joué leur rôle d'accompagnement et de transmission. Donc pour moi, c'est un secours marquant, j'en parle dans le livre d'ailleurs. Voilà, c'est presque même au début un peu une désillusion, parce que nous, on s'entraîne dur, c'est plus dans l'idée d'aller sauver des gens. Ouais. Et là, d'un seul coup, j'ai 4 personnes malheureusement décédées. Il faut trouver un sens à notre présence. Ouais. Voilà, et donc à travers le groupe, on le trouve assez facilement. Et puis on apprend à grandir ensemble. Et là, dans ce genre de cas de figure, par exemple, où vous avez 4 personnes décédées, est-ce que votre rôle se limite, je dirais, un peu à une constatation, ou est-ce que c'est à vous
de ramener les corps aussi non, dans la vallée. Oui, bon, les constatations, il faut déjà les trouver souvent, donc oui, évidemment, mais on les ramène dans la vallée, suivant le poste et la fonction qu'on occupe dans le groupe, on fait l'interface avec les familles, ce qui a été mon cas quand j'étais responsable technique à Lannemezan. Donc oui, ça va assez loin, je dirais, tout en mettant quand même aussi des barrières, parce que dans l'accompagnement humain, le risque d'être trop proche, parfois, c'est aussi de se perdre. Donc il faut quand même rester dans le cadre professionnel. Donc c'est-à-dire, c'est quoi par rapport à la relation qu'on peut avoir avec les familles qui sont dans une douleur extrême, qu'on accompagne dans un premier temps. Moi, en tout cas, et de mon point de vue, j'ai jamais été plus loin que ça. Je n'ai pas cherché ni accepté à revoir, sauf si c'était de manière impromptue, mais les familles, parce que je pense que c'est plus notre rôle à ce niveau-là. Bon, après, il peut se créer des relations amicales qui dépassent le cadre du travail, mais je pense qu'il faut aussi dans notre métier savoir se protéger, parce que les circonstances sont quand même assez terribles souvent, et si on n'y fait pas attention, on peut laisser aussi sa santé mentale, quoi. Ouais. Donc c'est-à-dire se sentir parfois peut-être responsable, ou ça veut dire quoi? Responsable jamais, mais fragilisé, oui. On est quand même en contact avec la douleur, avec la souffrance, avec la mort. La disparition de gens qui sont partis le matin, qui ne rentrent pas le soir, il faut quand même le gérer tout ça. Ouais. Et ça s'apprend pas obligatoirement, ça se découvre au fur et à mesure des expériences, et puis chacun avance à sa propre vitesse, quoi. Est-ce que vous êtes suivi, vous aussi, en tant que professionnel, par des psychologues, ou pas du tout? Là, c'est vraiment... c'est à vous de gérer seul vos émotions, et c'est... Ouais, ça reste un point perfectible dans notre métier. On gère beaucoup de choses entre nous. Le groupe, là aussi, joue son rôle de soupape de sécurité. On se soutient les uns les autres. On se dit pas mal de choses quand l'opération a été difficile, mais ça ne va pas plus loin, et parfois ça ne suffit pas. C'est d'ailleurs ça a été un de mes axes de travail quand j'étais responsable technique, c'est que je voulais mettre en place vraiment un suivi psychologique, ce qui n'a pas été le cas pour de nombreuses raisons, mais je me rends compte qu'on n'est pas les seuls. Je discutais avec des infirmiers là en ce moment qui gèrent le Covid et qui sont exposés tous les jours à la mort. C'est pareil, hein, ils gèrent ça entre eux, par la discussion, la force de l'équipe. On n'est pas obligatoirement très bon dans ce domaine. Ok. Et bon, au moins il y a le groupe, cet esprit de cordée qui te permet d'être un peu un garde-fou pour que tu prennes ça trop personnellement, si je comprends bien. Absolument, on partage le bon, mais aussi parfois le mauvais. Ça ressemble à quoi une journée typique, je dirais, un peu d'un secouriste en haute montagne? Alors c'est assez lié à la manière dont on travaille. Nous, on est déplacés dans des postes de secours, donc c'est des entités. On a par exemple un chalet à Saint-Lary ou à Gavarnie. On va partir, on est 5 ou 6 sauveteurs, on va vivre ensemble une semaine, jour et nuit. D'accord. 24 heures sur 24 d'alerte. Et chaque jour, on organise notre travail de manière à assurer en permanence une réponse immédiate s'il y avait un secours. Donc il y en a un qui va être permanencier, on va dire, téléphoniste, il tient le téléphone et la permanence radio, prêt à répondre à tous les appels, et sur un secours à garantir la liaison radio, qui est un lien fondamental pour la sécurité des personnes qui sont sur le terrain. Donc ensuite, on est en règle générale 2 d'alerte prêt à partir, s'il y a une opération de secours à organiser. Il y a des roulements, c'est-à-dire qu'il y a des permanences, d'autres qui dorment, certains qui travaillent. Voilà. Et ensuite, de manière générale, on dégage toujours un effectif. Alors, sur 5, c'est 2 personnes qui vont pouvoir s'entraîner tous les jours. On peut aussi couper la journée en 2. L'essentiel, c'est de garder immuable ce principe de permanence et d'être réactif. Voilà, donc après, on n'a pas une permanence de nuit. Hein. Je veux dire, si le téléphone ne sonne pas, on dort. On dort assez bien, d'ailleurs. Et voilà, et on vit ensemble pendant une semaine. Donc là aussi, le groupe, très important. Hein. S'accepter comme on est. Mettre plutôt en avant ses qualités que ses défauts, utiliser son ego au service du groupe et pas obligatoirement pour soi-même. Donc tout ça, ça s'apprend. Ça s'apprend, et très rapidement, ça devient aussi la marque du groupe.
C'est-à-dire, et j'en parle aussi dans le livre, c'est qu'on a plus tendance à utiliser le nous que le je. D'accord. Voilà. Donc c'est un apprentissage dans une société comme la nôtre qui est suffisamment égoïste et égocentrique. Voilà, on est... c'est un autre modèle, effectivement. On est dans notre bulle. Mais une belle bulle, en tout cas. Oui, et puis on essaye parfois de la faire partager. Pardon. Et alors, on a parlé un petit peu voilà, de ta première intervention qui était tout de même tragique, parce qu'effectivement, quand tu viens pour sauver des vies et tu récupères 4 cadavres, bah forcément, t'en prends un coup. Mais j'imagine qu'il y a quand même, pour rappel à nos auditeurs, t'as 30 ans de métier, t'as fait plus de 1000 interventions, il y a quand même des belles interventions, j'imagine aussi. Oui. Bien sûr, c'est la grande majorité. Et puis de toute façon, quand on retient une expérience, une itinérance, le cerveau est suffisamment bien fait pour mettre en avant tout ce qui a été bon. Et on a tendance à mettre dans une petite case tout ce qui a été moins agréable. Donc effectivement, on a plus tendance à aller chercher et sortir du mauvais pas des personnes qui aujourd'hui se portent très bien. Et alors, est-ce que tu me parlais tout à l'heure de suivi psychologique, enfin d'accompagnement des familles parfois, parce que vous êtes le premier interlocuteur avec qui elles sont en contact. Est-ce que ça t'est arrivé, par exemple, de garder contact avec des personnes à qui tu as sauvé la vie ? Mais moi, personnellement, non. Non, parce que c'est pas une volonté obligatoirement. Des personnes m'ont reconnu bien plus tard en me disant « Ouais, vous êtes venu me chercher. » Une fois, j'ai même une personne qui m'avait dit « Oui, vous êtes venu me chercher 2 fois. » Ouais, je lui dis « C'est une fois de trop quand même. » Mais non, la vie s'est organisée comme ça. J'ai pas eu de relation à long terme avec des personnes que j'ai été chercher. D'accord. Et vous avez des gens qui vous témoignent quand même une certaine gratitude, peut-être oui, c'est quelques fréquent. jours après. Ouais. Oui, fréquemment. Il est pas rare qu'on reçoive des mots, des dessins d'enfants, voire même des cadeaux, des gens qui reviennent au poste. Non, les gens sont très reconnaissants globalement. D'accord. Alors, c'est quoi les interventions les plus fréquentes qu'on fait quand on est en haute montagne ? Est-ce qu'il y a vraiment un type d'intervention qui est très fréquent, qui est peut-être lié à un comportement à risque qui est très répandu, par exemple ? Alors, si on doit tirer vraiment des enseignements avec quelques observations, d'abord, les comportements qu'on va observer, ils sont liés au pic de population en général. Donc, la première cause d'accident en montagne, ce sont des accidents peu graves, style entorse de la cheville, fracture de la jambe, fracture du poignet, vis-à-vis de gens qui ne connaissent pas le milieu, qui n'ont pas eu obligatoirement une réflexion en amont de se dire « je vais aller me renseigner » ou « je vais me préparer physiquement ». C'est l'attitude de personnes, comme ça peut être notre cas, dans un milieu qu'on ne connaît pas et qui vont se faire piéger. Alors je suis prudent sur l'appellation souvent ou la détermination du mot imprudence. Sur le fond, bien sûr que c'est une forme d'imprudence, mais qui ne l'est pas. Moi, je prends souvent en exemple un tour que j'avais fait avec mon gamin dans le désert. J'avais pris des précautions, on avait pris de l'eau, on avait respecté exactement le parcours qu'on voulait faire. Pour autant, on est rentré à la voiture, il fallait pas un quart d'heure de plus. On n'avait plus d'eau. Et j'avais pas été obligatoirement hyper imprudent. Donc c'est des milieux qu'on découvre aussi sur le tas, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc des fois on se fait piéger, quoi. Donc ça c'est vraiment le gros de la population qu'on rencontre. C'est ce qu'on appelle nous en interne de la bobologie. Ouais. Aujourd'hui on se rend compte que les gens sont de moins en moins en forme. Donc il y a de plus en plus d'incidents cardiaques. Ah, d'autres problèmes cardiaques. Problèmes cardiaques dus à l'effort et à la mauvaise santé, ou au moins à la mauvaise condition physique. C'est de plus en plus fréquent. Et ensuite, on va rentrer petit à petit dans les pratiquants réguliers de la montagne, qui peuvent être concernés l'hiver par le risque d'avalanche, l'été par une chute en alpinisme, une chute de pierre,
voilà, tomber dans une crevasse. Ça sera assez varié. Ça peut être aussi une montée d'eau en canyon, par exemple. D'accord. Et comme tu disais, donc c'est surtout lié au... Enfin, votre activité dépend fortement du nombre de personnes du coup qu'il y a en montagne. Donc c'est quoi? C'est pendant les vacances de février? Il y a des pics qui sont vraiment liés aux vacances scolaires, ça c'est sûr. Après, il y a quand même une grosse partie de gens qui pratiquent la montagne au quotidien. Et donc nous, on a une activité quand même qui est assez régulière tout au long de l'année, même si elle augmente de manière assez intense pendant les vacances. D'accord. C'est pour ça qu'on maintient une permanence d'ailleurs tout au long de l'année. Ce sont jamais des postes saisonniers, par exemple. Ok. Alors on a parlé un petit peu de l'esprit de cordée. Est-ce que tu pourrais m'en parler un petit peu plus pour essayer de faire comprendre à nos auditeurs en quoi ça consiste et peut-être des moments aussi où ça a été clé, peut-être sur certaines interventions? Oui, mais l'esprit de cordée, si déjà on reste terre à terre, c'est deux personnes qui sont reliées par une corde. Donc à partir de ce moment-là, on se rend compte qu'on n'est plus des étrangers. On est déjà obligé de se parler et très rapidement obligé de se faire confiance. Donc c'est quelque chose de très fort. Gaston Rébuffat disait qu'un guide qui s'encorde avec un client, ils ne seront jamais plus deux étrangers, et c'est vrai. Donc on est reliés dans la réalité pour le meilleur et pour le pire. Donc ça veut tout dire quelque part. S'il y en a un qui tombe, vous tombez. Donc aussi. voilà, il faut garantir la sécurité de l'autre, mais en garantissant la sécurité de l'autre, on garantit sa propre sécurité. Il va falloir faire confiance. Au préalable, s'engager avec quelqu'un avec qui on est encordé, c'est pas un geste neutre, parce que justement on va être relié, et donc il faut réfléchir aux conséquences de ce qui se passe. Ouais, c'est quand même quelque chose de fort. Et puis on pourrait en allant un peu plus loin, on pourrait même le rapprocher à une forme de micro-société. Le fait d'être à deux, on vit ensemble. On peut être trois, ça peut durer des jours, voire des semaines pour ceux qui partent en expédition. Ça se fait d'ailleurs pas sans difficulté, puisque là on retombe dans la vie en collectivité. Donc oui, c'est partager cet engagement qui peut être total, c'est avoir un leader, c'est être ponctuellement leader et puis redevenir seconde cordée parce qu'on a un moment où on est moins bien que son camarade, c'est accepter la différence en se disant que dans tel passage où il y a plus de glace que de rochers, mon copain va être meilleur que moi. Donc c'est aussi travailler l'humilité. C'est surtout, je pense, être vraiment ce que nous sommes, sans artifice, et ne pas avoir peur d'avoir aussi des faiblesses, même si on compte sur nos qualités. Donc on peut avoir peur de dire là je le sens pas, repasse devant. Absolument. De toute façon, je pense qu'en altitude, plus on s'élève, moins on peut tricher. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on est très rapidement ce qu'on est vraiment, et celui qui nous accompagne le voit aussi bien que nous, quoi. Quand on a un moment de faiblesse, il peut y avoir aussi des moments de peur, où si on perd par exemple ses moyens, on peut pas le tricher, on peut pas le cacher. S'il y a des forces supérieures, là on est souvent sur cette ligne de crête où on essaye de rester vivant quelque part. Donc là on triche pas, quoi. Si on n'a pas envie d'aller dans tel passage, on pourra pas faire semblant. Et de toute manière, le fonctionnement de la cordée est quand même basé sur la franchise et le partage, et ce qui fait la force de cette équipe. Et donc oui, c'est quand même très particulier la cordée en montagne. Je pense qu'on peut l'extrapoler à beaucoup de fonctionnements dans nos vies classiques. Ah oui. Oui, si jamais on était suffisamment honnête pour ne pas faire croire des choses, s'assumer comme on est vraiment, parce qu'on a tous des qualités et des défauts, en tablant plus sur nos qualités et puis en acceptant nos défauts, je pense que le monde fonctionnerait bien mieux. C'est une belle vision de la cordée. En tout cas, nous, c'est une obligation, parce que dès qu'on est là-haut, immédiatement, on est dans un univers hostile. Il va falloir faire confiance à l'autre. Si jamais il nous arrive quelque chose dans un premier temps, c'est lui qui va avoir les clés de la réussite ou de l'échec. On
ne pourra pas toujours attendre le secours en montagne. Dans certains cas, hein, il y a l'avalanche, il va falloir réagir rapidement. La crevasse, s'il ne fait pas les gestes qu'il faut assez rapidement, on peut petit à petit descendre jusqu'à un certain point où on sera irrécupérable, donc il y a de l'urgence. Oui. Donc obligatoirement, nos pratiques passent par la confiance en l'autre, quoi. Ça c'est incontournable. D'accord. Et vous êtes par 2 ou par 4? Est-ce qu'il y a des règles? Comment ça fonctionne justement? Tu utilisais le mot tout à l'heure, c'est cordé? Non, pas c'est cordé, pardon. Tu parles dans une équipe? Oui. Les caravanes secours. Voilà. Alors la caravane secours, aujourd'hui, l'équipe de base, c'est le binôme. Le binôme, pourquoi? Parce qu'on fait 90% des interventions de secours en hélicoptère. Et dans un hélicoptère, on a un pilote, un mécanicien treuilliste, c'est celui qui va ouvrir la porte et nous treuiller. Ensuite, on a un médecin urgentiste spécialisé dans le secours en montagne, et on est 2 sauveteurs. Donc on travaille en binôme dans un premier temps. Dans la grande majorité des interventions, c'est une configuration qui va suffire. Mais si, par exemple, on parlait de crevasse, si on parle d'une évacuation d'une personne en canyon qui va nécessiter plus d'effectifs, on va avoir recours à des bases arrières qu'on appelle nous des postes de secours, dans laquelle on va aller chercher le nombre d'intervenants dont on a besoin. Mais de toute manière, le travail quand même en montagne, de par souvent la superficie de la zone sur laquelle on est amené à travailler, on va travailler toujours à effectifs restreints. Hormis par exemple sur l'avalanche où on peut mobiliser plusieurs dizaines et parfois plusieurs centaines de secouristes, c'est le seul cas où on va travailler en effectif important. Ensuite, nous, si on travaille déjà à 4-5, c'est énorme, quoi. Parce qu'on va travailler sur la surface d'une table basse à 200 ou 300 mètres de hauteur, on ne peut pas être 50, quoi. Ouais. Donc on apprend très tôt à... Moi j'ai appris à me débrouiller seul à l'époque parce qu'on travaillait avec un hélicoptère qui ne permettait pas de prendre 2 secouristes, sauf sur les organisations et les secours techniques. Mais on travaillait souvent un secouriste, un médecin. Et donc on travaillait souvent seul et dans une zone d'insécurité, on va dire, un peu permanente. Aujourd'hui, on a changé d'hélicoptère, donc le potentiel d'embarquement est plus important. On peut travailler à 2 sauveteurs en permanence, ce qui nous assure une sécurité au même titre que la cordée dont on parlait tout à l'heure. D'accord. Voilà. Donc vous pouvez être élitreillé éventuellement à 2. Absolument. Okay. Tu parlais des avalanches. Comment ça se passe quand vous êtes appelé sur une avalanche parce qu'il y a une personne ou plusieurs personnes qui sont sous cette avalanche? Mais ça se passe dans un premier temps, comme pour tous les secours, il va falloir qu'on reçoive une alerte. Donc on reçoit une alerte, soit directement, soit par un service d'épices par exemple qui se trouve en station. Et là l'avalanche c'est une configuration particulière parce que d'une part on est dans une course contre la montre. Là la survie d'une personne en théorie, parce que moi j'ai fait quand même des cas où on sortait de ces courbes théoriques. La survie d'une personne, au bout de 30 minutes, il doit lui rester 40% de chance de survie, donc ça va vite. D'accord. Et donc on va travailler... donc c'est l'étouffement, hein, ouais, c'est l'asphyxie. C'est l'asphyxie très rapidement. Une personne est recouverte par une quantité de neige et va s'asphyxier, pour schématiser. Donc là, il faut travailler très vite. Et comme on n'a pas vraiment trop droit à l'erreur ni à la perte de temps, on mobilise de suite tous les moyens possibles. Donc on va mobiliser d'abord les moyens techniques, c'est-à-dire qu'il y a des sauveteurs qui vont travailler avec ce qu'on appelle un détecteur de victimes en avalanche. C'est un appareil électronique qui va rechercher un signal. Si la personne qui est sous l'avalanche est porteuse de cet appareil, elle va émettre un son qui va se retrouver dans l'appareil que porte le secouriste et on va pouvoir la localiser au mètre près. Ça peut être aussi la technologie RECO, c'est des petites lamelles en cuivre avec une diode qui sont placées dans les vestes, les pantalons, les chaussures, les casques, et dont les services de secours sont aussi équipés. Donc là, on va travailler très rapidement. Donc ça permet quoi de savoir, par exemple, je sais pas, tu as une zone de 500 mètres carrés. Ben, ça permet de savoir exactement à l'endroit où elle se trouve. Ah, exactement à l'endroit, ouais. quoi. On est à sa verticale.
Donc ça, c'est le moyen technique. Et ensuite, si la personne est équipée, et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, on va la déneiger le plus vite possible. Et ensuite, on mettra en place une médicalisation. Voilà. Donc ça, c'est la partie technique. En même temps, on va déclencher les responsables, les spécialistes cynophiles qui vont venir avec leurs chiens, qui travaillent aussi dans le même état d'esprit, retrouver une odeur très rapidement. Et si tout ça échoue, on va mettre en place donc des vagues de sondage. Ce sont des lignes où on a dû voir souvent ça à la télé, où les gens sont côte à côte avec une espèce de tige en fer qui vont percer la neige pour essayer de retrouver une consistance qui est propre au corps humain, qui est élastique et sur laquelle la tige en fer va rebondir. Mais l'inconvénient de cette technique, c'est que si par exemple avec un système technologique comme je viens de te parler, il faut 5 minutes pour faire l'équivalent d'un terrain de foot, avec une sonde et plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de secouristes, il faudra plusieurs heures. Ah oui. Donc les chances de survie sont quand même relativement faibles. D'où l'importance de bien s'équiper, notamment pour ceux qui font du hors-piste. Ça, c'est un leitmotiv permanent chez nous, c'est s'équiper, donc à minima être localisable, c'est vraiment fondamental en avalanche. Donc porter un détecteur de victimes en avalanche et un réflecteur réco, et ensuite se former. Les deux sont indissociables parce que on ne peut pas pratiquer une activité à risque comme le ski hors piste avec la seule idée en tête, c'est que je suis équipé, on va venir me chercher. Non. C'est tellement aléatoire la découverte d'une personne, la transmission de l'alerte, qu'il faut être vraiment formé pour tenter d'éviter quand même de se mettre dans des situations critiques où on est pris dans une avalanche. C'est quand même la meilleure des solutions. Oui, parce que imagine, on part tous les deux sur une session de hors-piste, on est équipé de matériel, mais si c'est une petite avalanche et il n'y a personne qui nous voit, en fait, personne ne peut donner l'alerte. Absolument. Donc là, on est en plein dans cette notion d'autosauvetage et de confiance en l'autre. Mais là, notre vie, dans un premier temps, elle va vraiment tenir exclusivement à la capacité du camarade à te retrouver et à te déneiger. Voilà, ça c'est la première des choses qu'il faudra faire. Ensuite, viendra la partie épineuse suivant ton état. Est-ce que je reste avec mon copain ou est-ce que je vais porter l'alerte? Mais bon, il y a bien un moment, il faudra quand même transmettre l'alerte. D'accord. Donc c'est toute cette complexité qui fait que malgré tout, il n'y a pas de comportement parfait. C'est pour ça que nous, on a aussi dans notre métier de sauveteur une certaine forme de tolérance parce qu'on sait qu'on peut aussi se faire piéger. Mais il est clair aussi qu'on a une forme d'exigence dans tout ce qui est équipement parce qu'il est irresponsable aujourd'hui de faire du hors-piste sans être équipé d'un DVA ou d'un réco. C'est pas possible. Parce que nous, on voit malheureusement la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est des gamins qui ont 14-15 ans et qui rentreront pas chez eux et à qui on va être obligé de le dire aux parents. Ouais. Donc c'est terrible. Donc on travaille beaucoup en prévention, on sensibilise tous ces ados là qui sont pas obligatoirement au fait de la sécurité, sur la nécessité de s'informer, d'être formé et d'être équipé. Donc ça, c'est vraiment un travail de longue haleine. Beaucoup d'adolescents, ça t'est arrivé à plusieurs fois de récupérer. Et en hiver, c'est quand même une grosse partie de l'accidentologie gravissime et donc souvent mortelle, puisqu'il y a plus de 30 décès tous les hivers en France en avalanche. C'est pas rien. D'accord. Ça m'emmène, parce que là on parlait de tous ces appareils, ça me fait penser donc à la gestion de risque, parce que quelque part en s'équipant avec le bon matériel, en partant à deux, en étant formé au secours en avalanche, quelque part on réduit le risque, même s'il est toujours là. Et tu as eu quand même 30 ans d'une carrière dans une profession qui est extrêmement à risque. Clairement, est-ce que tu peux m'en dire plus sur comment au quotidien vous faites avec votre équipe, votre cordée, pour essayer justement de réduire tous les risques et ne pas, par exemple, aller trop loin dans le risque et peut-être savoir aussi parfois dire non pour ne pas, au lieu que ce soit une personne peut-être qui décède, peut-être 3 ou 4 en allant la chercher.
comment ça se gère en fait, cette partie un peu gestion du risque, la limite? C'est un facteur intéressant, c'est exactement ça, c'est les limites. Et donc là, il y a deux contextes. Il y a le contexte du pratiquant qui va aller faire de la montagne, où là, on n'a aucun argument vraiment pour se dire je vais dépasser les limites. On est là dans une notion de plaisir, on veut faire un sommet, si on ne le fait pas aujourd'hui, il sera là demain. Savoir renoncer, ça reste la base. Et donc dans une activité dite sportive, la limite, il faut savoir la fixer, bien en deçà de la zone de risque, même si c'est souvent difficile. Mais si je devais vraiment dire quelque chose, là, c'est de savoir renoncer. En secours, c'est complètement différent. En secours, les limites, en toute humilité, hein, on sait très bien que toutes les opérations de secours, on est un peu dans cette zone grise là où on sait que on ne prend pas obligatoirement énormément de risques, mais on en prend quand même. On s'est habitué à travailler dans cette zone, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que là, on n'est plus dans une activité sportive, le but c'est de sauver la vie d'une personne. Et donc, culturellement, cette prise de risque un peu quotidienne, on la considère un petit peu comme normale. Alors, c'est difficile un peu à expliquer, mais ça fait vraiment partie de notre environnement. On sait que chaque intervention de secours, même si on a envie de garder de la marge, mais on est souvent en réaction de circonstances qui nous dépassent. Et pourtant, il faut quand même aller chercher la personne. Moi, j'ai eu la chance de ne pas être amené à me dire bon, je renonce, on ne peut pas y arriver. Et je me rends compte que globalement, pour mes camarades, c'est la même chose. En secours en montagne, je pense qu'on pousse les limites vraiment suffisamment loin grâce à plein de facteurs, notamment la compétence individuelle, la compétence collective, qui fait que dans la grande majorité des cas, on va arriver à surmonter les obstacles, la mauvaise météo, les chutes de pierres, le risque d'avalanche, et qu'on va ramener la personne en temps et en heure. Par contre, c'est évident que quand on tient ce discours, c'est quand même un engagement qui est quand même important et qui fait qu'on accepte qu'il y ait parfois des incidents, voire des accidents. C'est le prix à payer. Et c'est pour ça que parfois, le fait d'avoir voulu sauver une personne peut se transformer en un drame, mais c'est pas quelque chose qu'on recherche. Après, on est quand même obligé de travailler avec cette prise de risque permanente, parce que sinon il y a bien des cas où on ferait demi-tour et puis on reprendrait l'opération le lendemain, quoi. Ouais. Et ça, chez nous, c'est pas vraiment concevable, quoi. Mais surtout dans un milieu extrême où en quelques minutes, quelques heures, personne ne peut prendre la vie. Enfin, absolument, il y a des adages qui sont valables dans la plaine et qui pour le secouriste sont inacceptables. À l'impossible, nul n'est tenu, par exemple, c'est quelque chose qu'on ne veut pas entendre, quoi. Et on a choisi ce métier. Chacun à son niveau va se donner à fond. Ça commence par les pilotes qui tous les jours vont amener les pales à 1 mètre d'une paroi, considèrent ça comme normal alors que c'est dingue, quoi. Oui, parce qu'un petit coup de vent et puis terminé, bonsoir. Oui, mais pour eux c'est leur quotidien. D'accord. Et nous, être posé dans une face où on n'aurait pas été faire de l'escalade ce jour-là parce qu'il y a trop de chutes de pierres, mais qu'on y est en secours, on va accepter ce risque et on va faire ce qu'il y a à faire, quoi. Donc les limites, j'en parle d'ailleurs peut-être dans le tome 2 de mon bouquin, de la suite du livre, là, c'est que il y a vraiment 2 contextes. Dans une pratique sportive et individuelle, c'est une chose. En secours, je pense que les limites sont repoussées à l'extrême et parfois un peu plus. Et d'ailleurs, donc, j'ai cru comprendre que toi, tu as de la chance d'être là avec moi, mais c'est pas forcément le cas de tous tes collègues. Oui, c'est ça. C'est là où on dit qu'on est dans une zone grise, quoi. C'est que moi, j'ai perdu, sur un groupe de 40, j'ai perdu 6 camarades en 30 ans, donc ce qui est beaucoup, hein. Et voilà, toujours pareil, soit parce qu'on pousse les limites à l'entraînement, malgré le fait que quand on met en place une opération de secours, il y ait beaucoup de protocoles, les choses soient quand même normalisées, mais on ne peut pas prévoir la chute de pierre,
On ne peut pas prévoir le coup de vent qui va déséquilibrer un copain sur l'arête qui ne s'est pas assuré parce que le secours allait durer quelques secondes et qu'il n'a pas le temps de le faire et que c'est dans l'intérêt de tous. Donc voilà, parfois ça dérape et oui, moi j'ai malheureusement connu de trop nombreux accidents, dont 2 crashs d'hélico. C'est vrai que là, on est en plein dans cette discussion d'où sont les limites, quoi. Mais comme c'est quand même relativement invisible et que chacun est pris par cet élan généreux qui fait qu'on se donne à fond et voire un peu plus, la plupart du temps c'est au bénéfice de la victime, quoi. Parfois sur une carrière ça se passe moins bien. Et comment ça se passe au sein de vos unités? Est-ce que, par exemple, je sais que dans l'armée, ils font beaucoup de débriefing, par exemple, dans l'aéronaval, sur quand il y a eu un accident ou quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. On essaye de poser les choses à plat, de faire progresser pour un peu le métier, pour mettre en place de nouvelles procédures, par exemple, etc. Est-ce que vous, quand il y a des événements, alors effectivement des événements terribles comme ceux que tu viens d'aborder ou d'autres, hein, mais est-ce que c'est aussi votre rôle de quelque part continuer à faire évoluer le métier et d'essayer de le normaliser comme tu disais tout à l'heure? Oui, ça fait partie d'une des évolutions de la spécialité. C'est pas obligatoirement très vieux, ça doit dater d'une petite dizaine d'années où on a mis en place ce qu'on appelle le RETEC, c'est un retour d'expérience. Or l'idée c'est que si on attend individuellement d'accumuler l'expérience pour en tirer les bénéfices, on risque d'attendre longtemps. Donc on va prendre soit dans ce qui est bon, soit ce qui est dans moins bon, l'exemple, et on va le mettre à disposition du plus grand nombre. Et donc ça aujourd'hui c'est organisé, donc à chaque fois que ça le justifie, on fait remonter une information qui est aujourd'hui partagée entre PGHM et CRS. Ça a même été mutualisé. Donc ça circule assez bien et oui, c'est cette idée que l'expérience doit être vraiment offerte au plus grand nombre. D'accord, donc c'est quoi? Ce sont peut-être un site internet ou c'est des donc formations en commune? Absolument, il y a un site internet où on peut aller chercher. Il y a aussi sur des choses plus urgentes, des messages qui peuvent être adressés directement aux unités. Il y a cette volonté là de vraiment prendre en compte ce qui est arrivé aux uns pour ne pas que ça arrive aux autres ou au contraire pour que ça soit utilisé par le plus grand nombre. D'accord. J'ai vu que tu étais intervenu notamment sur le tristement célèbre crash de la Germanwings. Mm-hmm. Dans les Pyrénées. Non, c'était dans les Hautes-Alpes. Pardon, excuse-moi, dans les Hautes-Alpes. Ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu le contexte de cette intervention et puis nous expliquer aussi en quoi ça consiste ton métier à ce moment-là? Alors le crash de la Germanwings, c'est quand même une opération, on va dire, unique dans une carrière. Le contexte, il est simple et terrifiant à la fois. C'est un pilote qui déséquilibré choisit de crasher son avion et tous les passagers sur une montagne. Donc ça se passe dans les Hautes-Alpes, c'est dans un cirque. Il impacte la montagne et il y a 150 morts. Donc nous, notre rôle, il est double. Dans un premier temps, il va être pour les premières équipes, c'était pas notre cas, c'est Briançon qui était intervenu à cette période. Ça va être d'essayer de trouver des personnes encore vivantes, ce qui n'est pas le cas. Donc les sauveteurs s'en rendent compte très rapidement. Et donc on va rentrer dans une mission où il va falloir récupérer tous les cadavres, faire en sorte de s'inscrire dans une chaîne où on va les identifier. Et là aussi, appliquer ce qu'on parlait tout à l'heure en préambule, c'est offrir à chaque famille ce qui peut leur permettre de vivre le plus ou moins facilement le deuil, mais c'est quand même important, c'est-à-dire un cercueil qui sera plombé pour cet exemple, mais qui va représenter pour tous ces gens dans le malheur le retour de leur être cher, quoi. Donc on s'inscrit là dans cette
dans cette difficile tâche, donc récupérer tout ce qui est récupérable sur la zone, et ensuite aussi se mettre à la recherche des 2 boîtes noires qui devraient le plus rapidement possible expliquer ce qui s'est passé, parce que si aujourd'hui on sait que c'était un déséquilibré, au moment où ça se passe, ça peut être une défaillance de l'avion, ça peut être du terrorisme, personne ne le sait. Donc on a ce rôle un petit peu d'enquêteur, conjugué à celui de secouriste, et voilà, on passe peu de temps sur cette zone, c'est des périodes de 3 jours, parce que c'est quand même là, psychologiquement, c'est quand même assez dur, et on fait ce qu'il y a à faire, quoi. Donc moi, sur ma semaine, on trouve la 2e boîte noire, et puis on continue à ramasser ces restes humains qui sont descendus le soir par hélicoptère dans la vallée, qui sont mis à disposition de scientifiques qui recherchent les ADN. D'accord. Et voilà, on s'inscrit dans cette... donc c'est même plus des corps, ce sont des oui, voilà, il y a vraiment de tout, et c'est surtout un petit peu glauque, quoi, comme opération, il faut se le dire, mais bon, c'est ce que je disais dans d'autres interviews, c'est que ça fait aussi partie des rendez-vous qu'on a avec un métier. On est là pour le meilleur, et puis là c'est vraiment pour le pire, mais moi j'avais été vraiment surpris puisque j'avais organisé mon équipe, j'étais de permanence cette semaine-là, et j'avais eu beaucoup plus de demandes que de places, en gros, parce qu'on était parti à 6, au début c'était 12, et puis... Et je sais qu'il y avait des gens qui étaient vraiment déçus de ne pas pouvoir vraiment participer à cette tâche qui était quand même ingrate. Hein. Mais bon, c'était aussi un moment valorisant pour le groupe, en se disant que voilà, même dans ces moments vraiment terribles, les gens ne s'échappent pas, quoi. Et donc répondent présent. Donc moi, c'est ce que j'en ai retenu, en tout cas. Cet esprit de cordée qui est... Mais ouais, cet esprit là qui dépasse le cadre de la cordée, je pense que petit à petit, c'est l'esprit vraiment de groupe poussé à l'extrême au fil du temps, qui devient un peu un esprit de famille, quelque part. Alors on parlait du pire, mais c'est quoi le meilleur dans le secourisme? Le meilleur, c'est d'arriver, de voir quelqu'un qui t'attend, qui malgré tout n'est pas trop gravement blessé, de savoir que dans le quart d'heure, ça sera cantonné à un incident ou un mauvais souvenir. C'est ça, c'est la majorité de nos interventions, hein. C'est quand même des gens qu'on sort du mauvais pas et qui sans nous s'en seraient pas sortis. Voilà. Donc c'est ça, c'est les meilleurs souvenirs, et c'est ce que j'explique. Moi je l'ai mis d'ailleurs dans un de mes secours édifiants. C'est même pas en montagne, c'est en canyon, et je l'ai mis parce que ça touchait des enfants. C'est-à-dire c'est-à-dire que nous, quand on est habitué à aller chercher les gens, on ne dit pas qu'on rentre dans une routine, parce que ça serait d'abord irrespectueux et puis ça serait pas la réalité. Mais c'est vrai que quand on a la chance d'aller sauver des gamins, des enfants, on se projette un peu en tant que père, ça a une saveur toute particulière, quoi. Donc mes plus beaux souvenirs, ça reste quand même lié à l'enfance. Et voilà. Tu l'évoquais, donc tu es papa. Ouais. Tu as un enfant, 2 enfants. 2 enfants. 2 enfants. 2 grands enfants maintenant. Ouais. Avec ta compagne et tes enfants, comment ça se passe au quotidien quand on fait un métier comme ça qui est à risque, un métier qui est dangereux et pour lequel tu disais on peut aussi avoir parfois un peu des séquelles psychologiques, notamment à tes débuts, parce que on est confronté à des choses qui sont terribles. Comment tu as vécu ça, toi, en tout cas? Alors ça, je pense que c'est vraiment propre à chacun. Je me permettrai pas de parler pour les autres parce que j'en sais rien. Moi, personnellement, je parle en toute honnêteté du premier secours qui m'a fait découvrir une autre facette du métier. Mais après, à mon niveau, en tout cas, moi, je l'ai bien vécu. Je me suis rapidement mis... D'abord, il faut se poser la question pourquoi on fait ce métier. Première chose. Deuxième chose, si jamais on est vraiment passionné, il faut, c'est ma façon de voir les choses, accepter une fois pour toutes qu'on puisse ne pas revenir d'une mission. De cette manière-là, c'est quelque chose qui ne vous pèse plus. Ça fait partie des éventualités et puis on n'y revient plus dessus. Et ensuite,
moi, je sais que je suis quelqu'un plutôt de sensible. Je me suis fait une carapace dans mon métier, au moins, qui a fait que les circonstances que je devais traverser, je les ai traversées assez naturellement, quelque part. Alors, les seuls moments vraiment insupportables, c'est quand on perd des gens qui nous sont proches. Hein. Moi, ça a été mon cas, où là, il n'y a pas vraiment de carapace. Hein. On met un genou à terre... on se resserre au niveau du groupe et puis on repart comme on peut repartir, ça prend du temps, mais on se redresse toujours quand même. Après, au niveau de la famille, et ça par contre ça a été mon choix, alors quelque part je sais pas si c'est un signe de faiblesse, mais je sais que j'ai pas voulu parler de mon métier au quotidien. J'ai fait en sorte que mes enfants ne soient pas trop attirés par cette spécialité. Alors je dis faiblesse, pourquoi ? Parce que je pense que j'ai des copains dont leurs fils sont guides, secouristes en montagne. Je pense qu'il faut avoir une force quand même aussi supplémentaire d'accepter, de se dire, bon, moi ce que j'ai vécu avec tous les jokers, on va dire, c'est-à-dire ces chances où ça aurait pu très mal se passer et ça s'est bien passé quelque part, revivre ça à travers son fils, moi j'en avais pas envie, quoi, ni ma fille, tu vois. Donc je parlais peu de mon job. Et je faisais en sorte de veiller à les préserver et peut-être pas créer cette petite flamme qui à mon avis n'est pas si difficile à allumer quand tu as un enfant qui a envie de faire un peu de ski, un peu d'escalade, ça peut vite s'orienter. J'ai préféré leur laisser le choix. S'ils m'avaient dit, voilà, papa, c'est ce que je veux faire, j'aurais tout fait pour les accompagner. Mais j'avoue, en toute honnêteté, que j'étais aussi, et c'est bête de parler comme ça, parce que le risque existe partout, mais j'étais aussi soulagé qu'ils ne rentrent pas dans cette carrière et qui n'assure pas la continuité. Alors c'est un raisonnement qui est le mien. Je sais qu'il est vraiment il est limité parce qu'on prend parfois des risques à traverser la route. Mais en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Et tu voulais peut-être pas être responsable éventuellement si il doit y avoir de ça, chose dans ce métier. Et puis c'est quelque chose qu'il faut porter, quoi. Moi, je sais par où je suis passé. Donc si un de mes enfants avait dû passer par les mêmes chemins quand on va faire une grande face, qu'on a un bloc de la taille de la table qui te tombe à 1 mètre à côté, et voilà, ça passe pas loin parfois, hein. Quand tu as une pente qui se fissure sur toute sa largeur et qui, au lieu de descendre et se transformer en avalanche, se pose sur elle-même, bon. Et ça, tu te dis que dans une carrière de montagnard, ce sont des passages obligés, quoi. Et arriver à avoir la force de te dire, c'est mon fils, il va passer, ou ma fille va passer par là. Moi, c'est vrai que pour moi, c'était quand même assez difficile, quoi. Et puis par chance, ou c'est comme ça, c'est la vie, ils ont choisi d'autres chemins. D'accord. Alors il y a un autre sujet qu'on n'a pas abordé, c'est hormis le secourisme, tu as fait aussi d'autres choses. Je vois que tu as formé par exemple des fonctionnaires du RAID ou de la BRI. C'est quoi ces formations pour les former à faire des interventions en montagne ou qu'est-ce que... Non, c'est pas du tout ça. Alors à la base, ça nous ramène à notre statut de policier, hein, puisqu'on est policier à la base, c'est-à-dire qu'on a des missions de coopération avec les services de police. Donc le RAID, ça a été dans un premier temps travailler sur des missions communes comme la lutte contre le TA au Pays Basque, où on accompagnait des services de police entre guillemets classiques qui n'avaient aucune connaissance de la montagne pour aller sur des zones qui avaient été identifiées et cartographiées suite à des renseignements par exemple. Ça a été d'accompagner les collègues du RAID sur l'affaire Colonna en Corse, pareil, pour localiser des endroits en leur apportant nous notre connaissance du terrain et de la technique par exemple de l'orientation qui n'était pas obligatoirement liée à leur formation. Et aujourd'hui, c'est un travail proche avec tous les services qui nécessitent de travailler en hauteur et en utilisant des techniques de corde. Donc que ce soit le RAID, la BRI, ils peuvent être amenés à aller décrocher par exemple
un représentant de Greenpeace qui a mis une banderole à la Tour Eiffel ou à l'Arc de Triomphe. Mais nous, on va intervenir dans leur formation initiale pour que ces gens du RAID et de la BRI ou d'autres services de police puissent aller intervenir auprès de cette personne sans qu'il se passe rien de grave, quoi. D'accord. Donc on leur donne ces techniques de corde. Le fondement de la sécurité encordée. Absolument. Voilà. Et donc ils passent maintenant, d'ailleurs ça a été systématisé, ils passent nécessairement par l'école de Chamonix qui a mis des modules de formation en place qui sont destinés à tous ces services de police. D'accord. Alors en parlant de formation, j'ai vu aussi que tu étais parti en Équateur. Mm-hmm. Ça consistait en quoi cette mission ? Alors l'Équateur, on rentre dans le cadre de la coopération des services. Il faut savoir que la France, à travers pas mal de services, et notamment la police ou la gendarmerie, s'exporte au niveau de son savoir-faire et va aller par exemple apprendre à une unité de police brésilienne à faire du maintien de l'ordre ou une police scientifique. Les exemples sont nombreux. Nous, notre rôle, c'était de faire un bilan du niveau du secours en montagne en Équateur. Et ensuite, j'ai eu la chance de monter un programme pour essayer d'élever ce niveau qui n'était pas très haut et d'en faire un peu un format comme nous avons un peu en France quand même. D'accord. C'est-à-dire des gens capables de travailler en équipe, avec des matériels modernes, une notion de sécurité affirmée, parce que là-bas, c'était quand même un peu folklorique au départ. Et donc leur amener un petit peu notre expérience et le savoir-faire du secours en montagne un peu à la française. Ouais. Alors c'est quoi le secours en montagne à la française versus par exemple l'équatorien ou peut-être d'autres parce que tu es intervenu dans d'autres pays ou l'Équateur uniquement ? Non, j'ai été en Russie aussi. Russie aussi. Ah. Mais là c'était différent, c'était pour récupérer un ressortissant français qui était sous une avalanche depuis 3 mois et qui n'arrivait pas à récupérer. Depuis 3 mois ? Oui, donc il était décédé, mais pour des raisons de ce qu'on disait tout à l'heure, de récupération du cadavre. J'avais été dépêché, étant instructeur réco, la petite pastille en cuivre là, avec la petite diode dans le vêtement. Ça m'a permis de récupérer ce Tarbet. C'était une personne des Hautes-Pyrénées qu'on a pu ramener à sa famille. Mais sinon, l'Équateur, à la base, c'est des gens qui travaillent avec peu de moyens, qui ont un gros cœur, donc une prise de risque énorme. Il faut savoir que là-bas, ceux qui font le secours, c'est l'équivalent du RAID ou du GIGN, donc ils font tout. Donc moi, ils font les prises d'otages, les assauts et aussi la mission de secours. D'accord. Donc moi, j'ai formé le GOE qui est l'équivalent du RAID et le GIR qui est l'équivalent du GIGN. Et donc ça a été hyper intéressant parce qu'au début, ils avaient peu de moyens, ils travaillaient avec une prise de risque impensable, quoi. Des cordes qui étaient totalement inutilisables parce que complètement déchirées. Une situation assez cocasse, quoi. Ouais. Donc la première chose qu'on a fait, on leur a coupé les cordes au couteau pour pas qu'ils les utilisent parce que c'était vraiment risqué. Ensuite, il a fallu leur apprendre à travailler ensemble dans les stages. C'est comme en France, si on devait faire travailler le RAID et les GIGN, ça se fait pas toujours 100 heures. Donc ça a été très intéressant et on s'est inscrit en plus dans la durée. J'ai eu la chance de tomber de rencontrer un attaché de sécurité à l'ambassade à Quito, là, Alain, qui a tenu à ce que la mission perdure et qu'on puisse vraiment les amener à un niveau intéressant. Donc on a fait 5 missions de formation et aujourd'hui encore ça continue. Et je pense que notre travail a porté ses fruits et qu'aujourd'hui, ils ont une aptitude qui est sans commune mesure avec ce qu'on avait connu au départ. Et alors, les techniques, je dirais, ou le savoir-faire français dans le secourisme de haute montagne, c'est un savoir-faire qui est connu, reconnu, ou est-ce que dans ce domaine-là, peut-être que, je ne sais pas, je dis une bêtise, les Américains ou les Néo-Zélandais sont les meilleurs en la matière. Alors, moi je ne rentrerai pas dans les comparaisons, parce que ça c'est vraiment la concurrence. Moi je crois à l'émulation, mais la concurrence c'est toujours malsaine.
Il se trouve qu'en France, c'est vrai qu'on a un savoir-faire qui est reconnu de par le monde, à voir toutes les missions de coopération qu'on mène depuis des temps anciens qui remontent notamment à l'après-guerre, où on avait des associations qui géraient le secours en montagne. Ensuite, on a professionnalisé tout ça avec la gendarmerie, la police nationale notamment. Il y a un cheminement qui a fait qu'on a fait évoluer les techniques, on a fait évoluer les matériels, on a intégré dans le secours en montagne l'hélicoptère, qui paraît aujourd'hui être la base du secours, et c'est la réalité, mais qui il y a 50 ans n'était pas aussi efficace. Il n'y avait pas d'hélitreuillage par exemple avant 1967. C'est une technique qui a pourtant révolutionné le secours en montagne. On a aussi intégré la médecine d'urgence dans le secours en montagne, qui jusque-là reposait sur la capacité de simple secouriste. Alors quand je dis simple, c'est pas qu'on se dévalorise, mais on n'est pas médecin. Oui. Donc avoir un médecin urgentiste, secours, mais vous avoir un médecin urgentiste à ses côtés sur des cas graves, c'est donner à la victime une chance de survivre qu'on n'aurait pas été capable de lui offrir. Donc c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, oui, le secours en montagne s'exporte bien et même en France représente certainement un des services publics les plus exemplaires. D'accord. Est-ce qu'il y a un peu comme par exemple je dirais la base de données peut-être en ligne que vous avez entre le PGHM et la police, enfin dans le secourisme, est-ce qu'au niveau international aussi, il y a des choses qui se font pour essayer de faire avancer le secourisme en montagne, la prévention? Parce que quand on voit par exemple, je dis une bêtise, parce que moi je connais rien à la montagne, mais quand je vois par exemple une queue de 400 personnes pour aller franchir l'Everest, en termes de sécurité, on se pose des questions, oui. et on se dit, est-ce qu'il y a peut-être des standards internationaux ou je dirais une association internationale du secourisme de haute montagne qui essaie justement d'anticiper les risques et d'aider à faire se développer une espèce d'expertise globale à propos du secourisme? Absolument. Donc l'après-guerre, c'est l'époque où suite à tous les incidents qu'on a connus, toutes les activités sportives et humaines s'étaient arrêtées en mobilisant les personnes sur le front. Donc l'après-guerre, c'est la renaissance un petit peu de l'alpinisme héroïque, avec toute la conquête des grands sommets. Et à partir de là, il se crée une association qui s'appelle la CISA-ICAR, qui est une association internationale qui rassemble de nombreux pays. Alors, au début, elle a été au cœur d'un giron alpin, on va dire. Les premiers créateurs, ça a été la Suisse, l'Autriche, la France est arrivée, l'Italie. Aujourd'hui, il y a plus de 80 pays, plus de 100 organisations internationales. Donc c'est quelque chose qui fonctionne assez bien, qui se rassemble tous les ans, chaque année dans un pays différent, et qui essaye de mutualiser les connaissances dans des secteurs qui peuvent aller des techniques de corde à la médicalisation, en passant par l'utilisation de l'hélicoptère, avec des thématiques propres à l'avalanche. Donc ça marche bien. Ça a au moins la valeur, je dirais, d'échanger. Après, moi, pour ma part, les retombées directes de la CISA-ICAR au niveau du secours en montagne français, j'en ai pas eu vraiment, puisqu'on est quand même en France, alors c'est peut-être un peu prétentieux de le dire, mais on est quand même des moteurs dans la sécurité en montagne. Et peut-être qu'à travers ça, on a un peu peut-être aussi le défaut d'avoir plus l'habitude de proposer que de recevoir. D'accord. Donc on est souvent à l'initiative de l'évolution des choses. Mais c'est effectivement un rassemblement de personnes qui sont là pour se rencontrer, ce qui est quand même pas neutre, échanger, voir ce qui se passe ailleurs, et puis malgré tout créer une fenêtre de réflexion qui permet de s'ouvrir et d'essayer de s'améliorer. Au tout début, quand on parlait de ton métier, tu me disais que ce métier c'était un peu comme une passion en fait, parce que
quand tu ne grimpais pas, par exemple, pour le travail, c'est toi qui allais te faire un sommet pour le plaisir, par exemple. On s'est connus notamment tous les deux via Sophie Lavaux, l'alpiniste. Nimalaïste, oui. Nimalaïste, oui. Et j'ai vu que notamment tu avais fait pas mal d'expéditions aussi au Groenland, dans le cercle polaire, dans la vallée du Yosemite. Tu as toujours cette envie d'aventure. Moi, je me laisse un petit peu porter par les rêves du moment. Donc, c'est vrai qu'après avoir arrêté le secours, c'est quand même une grosse page à tourner. Et il serait malhonnête de dire qu'il n'y a pas un manque, quoi. Donc, pendant quelques temps, je me suis mis dans l'organisation de voyages un petit peu aventureux, on va dire, pour essayer de retrouver aussi cette flamme, l'envie de partage, de transmission. Donc j'ai eu la chance, oui, de faire quelques beaux voyages. Et puis, de par ma pratique personnelle, d'aller sur certains endroits pour aussi aller se confronter en tant qu'alpiniste, puisque sauveteur en montagne, c'est avant tout un montagnard. Hein. Aller voir ce qui se passait ailleurs et puis découvrir. Donc c'est une activité qui est assez ancienne, hein. Le Yosemite, c'était dans les années 90. On a toujours besoin d'aller voir ce qui se fait ailleurs, quoi. Est-ce qu'il y a dans cette motivation à faire ce travail, on parlait au début donc de l'amour pour l'humain, en fait, l'envie de sauver des vies, l'envie d'aider son prochain, mais est-ce que il y a aussi, moi j'ai l'impression, et peut-être que je me trompe, hein, qu'il y a aussi une forte connotation de goût peut-être à l'adrénaline ou au dépassement de soi. Est-ce qu'il y a... Ouais, alors je dirais que c'est pas le moteur pour moi. C'est la conséquence de notre métier, mais on le fait pas pour ça. Après, là aussi, ça serait malhonnête de ne pas dire qu'on n'apprécie pas ce goût particulier. Quand il y a eu de l'action, quand on a pris des risques, quand on ramène une personne qui aurait pu ne pas en revenir, on est quand même dans un état particulier, presque un état second. Et c'est vrai que quand ça s'arrête, c'est quand même un manque. Mais ça serait très réducteur de dire qu'on fait ça pour l'adrénaline. L'adrénaline, je peux la retrouver en partant dans une phase difficile, en me mettant dans la zone rouge à mon maximum de mes possibilités. Le secours, c'est bien autre chose, quoi. C'est quand même à la base sauver la vie d'une personne, mais ça procure effectivement un état de bien-être que moi j'ai jamais retrouvé ailleurs. D'accord. Et le fait de ne plus l'avoir, tu vois, quand on rentre de semaines de permanence, ou parfois on a fait 10, 15 interventions dans la journée, c'est vrai que la vie, dans un premier temps, on rentre dans un sas un petit peu de reconstruction, la vie paraît un peu insipide, quoi. Il faut être honnête de le dire. Mais après, on fait pas ça pour l'adrénaline. Bon. Alors, toutes ces années d'expérience, toutes ces aventures que tu as vécues en tant que secouriste, tu les as mis dans un livre, si je comprends bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce livre ? Mais le livre, c'est aussi, je pense, le prolongement naturel de mon chemin. C'est-à-dire que j'avais envie de partager, de faire connaître ce métier qui n'est pas obligatoirement hyper connu, de rendre hommage à tous ceux dont on a parlé, les anciens qui ont fait qu'aujourd'hui le secours en montagne est ce qu'il est, et puis encourager aussi les nouvelles générations à continuer cette belle histoire. Donc le livre Bravo Papa, c'est un peu tout ça. C'est cette envie de partage, puis c'est aussi une manière indirecte de remettre le pied dans le secours en montagne. Parce que j'ai pas obligatoirement programmé la période où je devais le faire, je savais que je le ferais. Et puis c'est arrivé 4 ans après le fait que j'ai arrêté le secours. Un matin, en me levant, je me suis dit, bon, je commence, c'est parti comme ça. Donc je l'avais pas obligatoirement programmé. Je l'avais prévu, mais pas programmé. Donc je me suis rendu compte que j'avais... à travers ce bouquin, revécu beaucoup de bons moments, parfois des moments beaucoup plus difficiles. Et c'est vrai que depuis que le livre est sorti, qu'on a une promotion assez importante,
j'ai l'impression d'être rentré à nouveau dans le cercle, que j'avais volontairement quitté pour faciliter un peu la coupure un peu de ce cordon ombilical quelque part. J'avais pris des distances, à tort ou à raison, hein. Et là, le fait d'être absolument dans la promo du bouquin un peu tous les jours, mais c'est vrai que je renoue des liens avec des camarades que j'avais pas obligatoirement eu depuis quelques temps. On reparle secours, donc quelque part, ça fait plaisir. Et puis, ça évoque de toute façon l'idée, même si j'en avais jamais douté, que c'est des métiers vis-à-vis desquels on peut pas couper complètement le lien, quoi. C'est pas possible. C'est une famille. C'est une deuxième famille. C'est une famille, et puis comme je le disais, quand c'est vraiment un mode de vie qui nous a accompagnés pendant plus de 30 ans, ça fait partie de nous-mêmes, ouais, tout simplement. Bon, super. Alors ce livre, il s'appelle Bravo Papa. Bravo Papa. Alors pourquoi le titre d'ailleurs Bravo Papa? Je suis content parce qu'en choisissant ce titre qui quelque part s'est imposé à moi, je savais qu'aussi j'attirerais le questionnement. Alors moi j'ai la réponse que j'ai vue, mais est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs pourquoi Bravo Papa? Parce que moi je pensais que c'était alors le titre, ton fiston qui te disait ça me Bravo ressemble Papa. assez bien, c'est assez coquin, on va dire. C'est d'abord un indicatif radio qui a été un outil opérationnel pendant des années et qui me reliait à l'hélicoptère. C'était l'indicatif de l'Alouette 3 de Tarbes, de la gendarmerie. Et puis après, c'est un clin d'œil à mes gamins parce que voilà, quand on fait ce genre de métier, sans vouloir du tout passer pour des héros, parce qu'on est vraiment aux antipodes de cet état d'esprit, on est quand même bien content que nos gamins nous regardent d'un air un petit peu fier. Oui, on va dire, ouais, d'un air qui vous dit que quelque part ce que vous avez fait, vous l'avez pas fait pour rien non plus. Voilà. Alors je parle pas de gloriole parce que c'est vraiment pas du tout dans la philosophie de notre métier, on fait pas ça pour ça. Mais c'est vrai qu'à travers les yeux de ces enfants, bon, le fait de voir qu'ils sont fiers de ce qu'on a fait, quelque part, c'est peut-être la seule forme de reconnaissance qu'on attend. D'accord. Puisqu'après le reste, on ne fait que notre métier et du mieux possible. Bon, super. Tu as une sacrée carrière, tu as vécu des choses incroyables. Et moi, je me demandais, alors, pas auprès de tes enfants, mais si tu avais un conseil à donner, peut-être aux personnes plus ou moins jeunes qui voudraient aller éventuellement vers le secourisme en montagne, est-ce que toi, voilà, avec un peu ton retour d'expérience, est-ce que tu dirais de faire ou de ne pas faire certaines choses? Est-ce qu'il y a une leçon que tu as apprise, un conseil vraiment que tu aimerais partager? Je pense que, bon, après le secours en montagne c'est très particulier, je pourrais donner une somme de conseils pour y arriver, mais je pense qu'il y aura des gens qui seront toujours là pour répondre aux attentes des jeunes générations. Globalement, c'est plus un état d'esprit. Moi, je pense qu'il faut vraiment essayer d'aller au bout de ses rêves dans la vie. Ça reste vraiment la base, sans donner les moyens. Et puis, si en plus on a la chance de choisir un métier qui peut être vraiment utile et qui touche à l'humain, bon, mais c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est vraiment ça, se faire confiance, savoir que ça passera quand même par une valeur travail, parce que les choses ne s'obtiennent que par l'effort, hein. Et ensuite essayer de faire ce qui nous fait plaisir dans la vie, parce que c'est quand même une partie importante du temps qu'on passe sur cette petite terre. Donc si on a un job qui nous passionne pas, je pense que ça peut être très long, quoi. Et donc c'est vrai que vis-à-vis de cette jeunesse, c'est aller au bout de vos rêves, donnez-vous à fond, et puis n'ayez pas de regrets, quoi. Bon, super. Merci beaucoup Pascal pour ton temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Pascal, donc tu interviens en conférence sur pas mal de sujets. Donc tu interviens sur l'esprit d'équipe, tu interviens sur la résilience, le dépassement de soi, Oui, bien tu interviens sûr. sur la gestion du risque. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur Pascal, n'hésitez pas à aller voir son profil sur le site witchamp-entreprise.co, et puis surtout ton livre qui moi m'intéresse particulièrement. Je crois que je vais repartir avec un livre, je vais te l'acheter, je te le dis. Du coup, où est-ce qu'on peut le trouver, comment, son livre?
Mais comme dit la formule consacrée dans toutes les bonnes librairies. Mais sinon, non, ça se trouve assez facilement sur les revendeurs habituels, la Fnac, sans faire de pub, Cultura, sur Internet également, et puis dans toutes les librairies qui touchent au sport et à la montagne. Ok, bon, super. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. Si vous êtes encore là, c'est que ce podcast vous a plu. Donc n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, une note de 5 étoiles. Ça nous aidera vraiment à mettre en avant ces interviews avec des gens incroyables comme Pascal. Donc merci à tous. Merci Pascal. Merci Mathieu. Et puis à très bientôt pour un prochain numéro de Vision.